Donc, bonsoir et bienvenue dans cette parenthèse gourmande, 15 minutes de culture gastronomique. Cette parenthèse culturelle a été créée afin d'enrichir vos connaissances, replacer dans un examen, un concours ou pourquoi pas un dîner mondain. N'oubliez pas de couper vos micros, s'il vous plaît. Si vous souhaitez intervenir, c'est avec grand plaisir. Utilisez la main pour prendre la parole ou directement les micros. Alors, on est parti avec ce soir Anne-Sophie Pic. On va parler des huîtres, on va parler de l'ouzo, du Beaufort et du nougat de Montélimar. Que de belles choses. Alors, Anne-Sophie Pic. Elle est née le 12 juillet 1969 à Valence dans la Drôme. Elle est la seule femme chef française à détenir 3 étoiles au guide Michelin depuis à partir de 2007. Elle totalise pour ses restaurants 8 étoiles Michelin, ce qui en fait la chef la plus étoilée du monde. Alors, la première Pic cuisinière est Sophie Pic, qui est son arrière-grand-mère. André Pic, son fils, lui succède dans les années 1920 et va acquérir sa réputation avec des plats comme la poularde en vessie ou le lièvre à la broche. Il obtient en 1934 3 étoiles au guide Michelin. 2 ans plus tard, en 1936, il décide de déménager et installe son nouveau restaurant à Valence, dans la Drôme, où il y a encore le restaurant aujourd'hui. Jacques, le fils, donc le père d'Anne-Sophie, va lui succéder brillamment et mettre à la carte des plats mythiques comme le loup au caviar ou le gratin de queue d'écrevisse. Lorsque Jacques va décéder brutalement en 1992, Anne-Sophie n'est pas prête à lui succéder. Elle se prédestinait plutôt à une carrière plutôt commerciale, puisqu'elle a fait une école de commerce, et surtout loin des cuisines. Le décès de son papa va pousser à la changer d'orientation. Elle est en couple avec David Sinapian. Ils développent ensemble le groupe avec la création de son école de cuisine à Valence en 2008, l'ouverture du restaurant Anne-Sophie Pic au Beau Rivage Palace à Lausanne en 2009, qui est 2 étoiles au Michelin, l'ouverture de l'épicerie fine à Valence en 2010, puis du restaurant La Dame de Pic à Paris, qui est étoilé Michelin depuis 2013. Le développement va se poursuivre avec des ouvertures du Daily Pic, le fast-food à la française d'Anne-Sophie Pic à Valence en 2014 et du restaurant André en 2016. 2017 va voir l'ouverture de restaurants comme La Dame de Pic à Londres cette fois-ci, puis à Singapour en 2019. Elle va lancer la 4e Dame de Pic 1920 au sein du Four Seasons Hotel à Megève qui a ouvert en 2021. Le groupe Pic réalise en 2018 un chiffre d'affaires de 20 millions d'euros et emploie 300 salariés. Le contexte de la pandémie continue en fait de prouver qu'elle est très créative avec une offre de dégustation qui s'appelle Emporter Pic & Go, qui propose des menus livrés dans toute la France et le lancement d'un food truck à Valence en réaménageant un tube HY Citroën, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, et là vous pouvez voir ici à quoi ça ressemble, c'est des vieux camions. Alors, des plats signatures. Donc, on va retenir, il y en a tellement, mais les berlingots, qui sont un coulant au crémeux de chèvre de Banon, légèrement fumé, consommé au cresson infusé au gingembre et à la bergamote. La tomate plurielle aussi, naturellement explosive, consommée glacée à la feuille de cassis et fleur de sureau. Crème glacée de burrata à la vanille fumée. On retrouve aussi le turbo côtier, par exemple, à la vapeur douce, croquant et fine mousseline de concombre, beurre monté à l'anis vert, râpé de truffes noires. Et puis, le millefeuille blanc, crème légère à la vanille de Tahiti, fine gelée au jasmin, émulsion au poivre. C'est magnifique comme plat, j'ai eu la chance de le déguster. Anne-Sophie Pic a été à plusieurs reprises décorée, donc elle a été chevalier de la Légion d'honneur, chevalier de l'Ordre du Mérite, officier de l'Ordre des Arts et des Lettres et officier de l'Ordre du Mérite agricole. On a plusieurs lieux qui sont baptisés à son nom. On a un lycée des métiers de l'hôtellerie et du tourisme à Toulon et puis une place symbolique Anne-Sophie Pic à Aubernais dans le Bas-Rhin.
On va poursuivre avec les huîtres de saison. Alors, les huîtres sont connues dès la préhistoire. Les Grecs appréciaient particulièrement les huîtres auxquelles ils prêtaient à sa coquille une valeur aphrodisiaque. Ils les ramassaient sur des bancs naturels. Les citoyens grecs se servaient aussi de la partie plate de la coquille, comme vous pouvez le voir ici là sur la diapo. Comme bulletin de vote, ils y gravaient le nom de l'homme politique qu'ils souhaitaient bannir de la cité pendant un certain temps, ce qui donnera plus tard le terme ostracisme en français, qui signifie voter l'exclusion d'un individu hors de la communauté. Cette coutume est à l'origine du mot ostracisme. Ensuite, c'est sous Louis XIV que les huîtres ont retrouvé une place d'honneur, tant et si bien que le cuisinier du roi, on en avait déjà parlé, donc Vatel, se suicida à cause d'une bourriche qui n'était pas arrivée à temps pour le dîner de Sa Majesté. À cette époque, on a aussi Jean de La Fontaine qui met 2 fois l'huître à l'honneur dans ses fables. On retrouve le rat et l'huître et les plaideurs. Et à l'époque, Paris comptait 2000 écaillés. Donc, l'huître, comme on le sait, c'est un mollusque bivalve, c'est-à-dire un animal qui va être emprisonné entre 2 valves calcaires aussi dures que sa chair va être molle. Il peut à peine entrouvrir pour filtrer l'eau qui lui apporte la nourriture principale qui est le plancton. On va trouver cette région de production, la Normandie, donc où est la mer du Nord, de la frontière belge au Mont-Saint-Michel, la Bretagne Nord, du Mont-Saint-Michel à la rade de Brest, Bretagne Sud de la baie du Douarnenez à l'estuaire de la Loire, le Pays de la Loire, donc de l'estuaire de la Loire aux côtes de la Vendée, Poitou-Charentes avec les Marennes d'Oléron, Île-de-Ré et les environs de La Rochelle, Arcachon-Aquitaine avec le bassin d'Arcachon évidemment, et puis la Méditerranée avec les bassins de Thau, de Leucate, le golfe du Lion et la Corse. Alors, le classement des huîtres s'effectue par numérotation. Donc, plus le chiffre est bas, plus l'huître est charnue. Par exemple, comme vous le savez, on a 2 catégories d'huîtres, les creuses et les plates. Donc, les creuses, on a 6 catégories. Les numéros 3, par exemple, pèsent environ entre 66 et 85 grammes. Les 0, elles, pèsent plus de 150 grammes. Ensuite, pour les huîtres plates, donc il y a 9 catégories. Les numéros 1 vont peser 70 grammes. On a les 0, 80, les doubles 0 de 90 à 100 grammes et les triples 0 qui vont aller de 100 grammes à 120 grammes. Donc, il y a une saison, pour parler des saisons maintenant, où les huîtres ont besoin qu'on les laisse en paix pour se reproduire. Cependant, les mois en 100 R, donc juin, juillet, août, elles sont pas mangeables, mais elles sont plutôt laiteuses. Ça veut dire qu'en fait, elles sont enceintes. Pour véritablement apprécier une huître, il va falloir prendre le temps, normalement, de la mâcher et de ressentir son parfum qui va être iodé. Si vous l'avalez d'un coup, vous perdez en fait tout l'intérêt de consommer ce fruit de mer. À noter que vous pouvez donc contrôler la fraîcheur d'une huître juste avant de la manger. Vous y mettez quelques gouttes de citron et si elle se rétracte, c'est qu'elle est vivante, donc c'est qu'elle est fraîche. Alors, la durée de vie d'une huître. Si les conditions de conservation sont respectées, les huîtres peuvent être conservées jusqu'à 10 jours. Après cela, elles sont plutôt sèches, elles vont perdre en saveur et peuvent ne plus être consommables. L'idéal est de les consommer entre 3 et 5 jours après leur sortie de l'eau. Allez, une petite anecdote, parce que je sais que vous aimez ça. Donc, ici, sur la photo, vous pouvez retrouver une huître géante qui a été découverte en 2019 par Rudy et son copain, qui est un petit garçon, qui fouillait l'embouchure d'une rivière. Cette huître pesait 1,3 kg et 27 cm. C'était tellement hors norme que les garçons de 10 ans hésitaient entre un coquillage et un gros caillou. Allez, je poursuis avec l'ouzo. Alors, c'est quoi l'ouzo? Donc, l'origine de ouzo
remonterait au XIVe siècle lorsque des moines mirent au point un alcool du nom de Tsipuro sur les monts Athos, sur le mont Athos. Une version de celui-ci à l'anis serait devenue ce que l'on appelle aujourd'hui l'ouzo, mais son nom fait l'objet plutôt de controverses. Selon les principaux dictionnaires grecs, il dériverait du mot turc usum, donc raisin, puisque l'apéritif est en effet fabriqué à partir d'alcool de raisin. Il y a une croyance populaire qui expliquerait que le nom de l'ouzo, par l'expression italienne uso massalia, à la période où Thessalie exportait l'apéritif vers Marseille. C'est une expression qui plus tard deviendra synonyme de haute qualité. L'ouzo, quelles que soient ses origines, demeure une boisson à l'arôme vraiment délicieux. C'est une boisson nationale de la Grèce. C'est un produit 100% grec qui ne peut être fabriqué que sur ce territoire. Le ouzo est d'ailleurs protégé par l'Union européenne comme produit exclusivement grec. Donc, il est réalisé à partir d'une combinaison très précise, donc de raisins, d'herbes et de baies. La fabrication débute par une macération de peau de raisin ou de tout autre produit local. Elle est alors rassemblée avec des herbes et d'autres ingrédients, y compris l'anis, la coriandre, les clous de girofle, du réglisse, de l'amande, du fenouil, de la noisette, et on va même trouver de la cannelle et du tilleul. Le mélange est alors bouilli dans un récipient en cuivre. Le liquide va être refroidi puis stocké pendant plusieurs mois avant d'être dilué à environ 80% ou 40% d'alcool. Alors, on va savourer le ouzo à la grecque avec des glaçons, avec un peu d'eau glacée pour un apéritif qui va être vraiment rafraîchissant. Il est habituellement servi en apéritif quand on le mélange avec de l'eau. Il tourne blanchâtre, comme vous pouvez le voir sur la photo, et plutôt opaque. L'explication est simple, l'huile d'anis se dissout et devient invisible une fois mélangée à une teneur en alcool habituelle. Mais dès que cette dernière est réduite, le liquide se transforme en cristaux blancs. Avec quoi on va le manger? Mais avec des mezzés, pourquoi pas, l'apéritif, un accompagnement, mais aussi avec des plats comme des crustacés, des crevettes, des écrevisses, du poisson ou un apéritif en sec directement ou en digestif. Je poursuis avec le Beaufort. J'adore le Beaufort. C'est un fromage au lait cru et entier de vache à pâte pressée cuite et à la croûte naturelle. Il est actuellement fabriqué exclusivement en Savoie, dans les vallées du Beaufortain, du Val d'Arly, de la Tarentaise et de la Maurienne. Il bénéficie d'une AOC depuis 1968 et d'une AOP depuis 1996. Il a la forme d'une meule cylindrique plate, concave, d'un diamètre de 35 à 75 cm et d'une hauteur de 11 à 16 cm. Son poids varie de 20 à 70 kg. On trouve différents Beauforts. Alors, le Beaufort tout court, il est fabriqué de novembre à mai et les vaches à ce moment-là sont en vallée, y compris dans l'étable. Sa pâte est claire car les vaches sont essentiellement nourries au foin, donc il va être récolté dans l'été. Les premières meules de Beaufort sont chez les fromagers à partir d'avril. On a ensuite le Beaufort d'été. Il est fabriqué quand les vaches sont à la pâture, y compris à l'alpage, du 1er juin au 31 octobre. Sa pâte est plutôt jaune et ses arômes plutôt fruités et prononcés. On va trouver les premières meules de Beaufort d'été chez les fromagers à partir de la mi-décembre. Et puis, on a aussi le Beaufort chalet d'alpage. C'est le plus rare car il est fabriqué lui aussi pendant la période dite des 100 jours, de juin à octobre, quand les vaches paissent dans les alpages. Sa fabrication doit s'effectuer au-dessus de 1500 mètres d'altitude 2 fois par jour selon les méthodes traditionnelles en chalet d'alpage, avec le lait chaud de la traite qui doit provenir d'un seul troupeau. Comme celui de l'été,
Sa pâte est généreuse, généralement plus colorée et ses arômes plus affirmés et fruités. Ils vont se dissiper lentement en bouche. Les premières meules de Beaufort Chalet d'alpage sont chez le fromager à partir de la mi-décembre également. Alors, l'origine de la forme concave, donc c'est ce que vous voyez là sur les dessins, vous voyez que ça fait un peu comme un talon ici. Alors, ça proviendrait de deux raisons. La forme évite au fromage de s'affaisser lors de l'affinage et elle permet aussi de lier plus facilement les fromages avec une corde sur le dos de mulet lors de la descente des alpages. On va reconnaître le Beaufort au talon concave. En fait, ce talon concave est dû à un cercle de bois qui est utilisé pour son moulage et à sa plaque ovale de caséine bleue que vous voyez en bas à droite, qui va identifier l'atelier de production. Alors, un accord régional en vin blanc, plutôt la Roussette de Savoie, pourquoi pas, qui fera des merveilles. Et ce vin va dévoiler une belle robe dorée assez pâle. Le nez va être frais avec des notes de noisette qui va rappeler celle du Beaufort. Un accord plutôt gourmand, on va proposer un vin jaune du Jura avec des notes de noix qui vont sublimer le Beaufort. Et pourquoi pas du vin rouge avec un vin qui va être par exemple le vin romanée qui va très bien accompagner le on va marquer aussi pourquoi pas un accompagnement avec du pain. Alors, le plus intéressant, ça va être le pain aux noix, dont la texture est assez légère et qui va supporter la densité du Beaufort, renforcer son côté gourmand. Et on va terminer avec une gourmandise qui va être le nougat de Montélimar. Alors, l'appellation nougat de Montélimar est réservée à des produits qui contiennent au moins 30% d'amandes émondées grillées ou 28% d'amandes et 2% de pistaches et 25% de miel en poids de matière sèche et des matières sucrantes. Une demande d'IGP est en cours d'élaboration. De quoi est composé le nougat? Il est composé de sucre, d'amandes, de miel, de blanc d'œuf, de vanille, de pistache, mais c'est facultatif. L'origine du mot viendrait de l'étymologie du mot du latin nux gatum. C'est un gâteau à base de miel et de noix. Il est confectionné par les Romains et il aurait été apporté en Gaule et remonté par le Rhône pour s'installer à Montélimar. Nux gatum serait devenu nougat en provençal. Alors, en réalité, les premières recettes de nougat blanc proviennent d'un livre arabe de Bagdad du Xe siècle. Le nougat s'appelle alors natif, j'espère que je le dis bien. L'une de ces recettes ludiques que le natif est originaire d'Aran, une ville qui est située en Turquie, et d'Alep en Syrie actuellement. Les Phéniciens commerçants sur la mer Méditerranée en propagèrent la recette jusqu'en Turquie et plus au nord en Grèce, en Italie et en Espagne. Au Moyen-Âge, on apprend à confectionner le nougat blanc dans le sud de la France et dans toute la Provence. Le nougat de Montélimar est une gourmandise donc provençale par excellence. Elle fait partie des 13 desserts traditionnellement proposés sur la table du Noël provençal. La fabrication annuelle, j'ai terminé ensuite, elle est environ 4500 tonnes et cette activité emploie la force de travail d'environ 300 personnes. Je ne sais pas si vous avez des questions ou vous voulez rajouter quelque chose par rapport à tout ce qu'on vient d'énoncer. Mais moi, j'ai un petit souci, c'est que je viens de dîner avant ce call et j'ai faim à nouveau. Bah oui, mais moi aussi, c'est pareil. Nougat, en plus, j'adore ça. C'est vraiment très, très bon. Est-ce que vous voulez rajouter des anecdotes personnelles que vous connaissez et qui pourraient encore plus nous cultiver ou pas, ou voilà, ou pas du tout? On a tout dit, on n'a pas tout dit. Mais je sais par exemple que pour les huîtres, parfois on les gratine avec un sabayon à base de champagne. Voilà, je ne sais pas s'il y a des cuisiniers parmi nous qui peuvent nous donner des recettes un peu sympas. Donc voilà. Non, vous n'osez pas?
Ok, bah écoutez, merci beaucoup. La prochaine parenthèse sera le lundi 17 janvier. On va se reposer pendant les vacances et on parlera de Michel Guérard, on parlera des rillettes du Mans, la cuillère, la chantilly et le Saint-Honoré. Voilà, je vous souhaite à tous une très très belle soirée. Merci mille fois d'avoir participé. Je vous dis à très très bientôt. Merci beaucoup.